a commencé principalement en Scandinavie puis au Royaume-Uni. On a aussi Child Nature Alliance qui nous inspire beaucoup pour notre programme. Je vous mettrai les ressources dans le chat à la fin de la présentation. En ce qui concerne l'École de la forêt au Mont-Royal, c'était un projet pilote en 2014-2015. Donc, moi, je suis arrivée en 2017 en tant qu'éducatrice pour les services éducatifs. J'ai un parcours académique en écologie, en biologie, mais c'est principalement l'éducation qui est ma passion depuis 2005 avec mes débuts en camp de jour. On a développé aussi tout d'abord les programmes pour les familles avec les groupes de 0 à 5 ans dans le parc Tiohtià:ke dans Outremont. Et aujourd'hui, on va parler du développement de ce programme-là en temps de pandémie. Alors, important pour initier une sortie à l'extérieur, je vais discuter des étapes pour qu'une séance de l'École de la forêt soit vraiment axée dans la découverte, dans la bienveillance, dans le partage, etc. Donc, je vais vous parler des outils à faire avant de sortir dehors parce que c'est important que des fois, ça a l'air un peu de l'improvisation ou de s'ajuster aux éléments, mais il y a une grande préparation en amont à faire pour guider les enfants dans le jeu extérieur. Donc, ce qu'on a prévu de faire avec le changement en octobre dernier de l'École de la forêt qui ne pouvait plus se tenir en présentiel, malheureusement, c'est de faire une initiation virtuelle. Ça peut s'appliquer aussi aux groupes scolaires. Donc, vraiment de les préparer à la sortie avec un vidéo ou une présentation PowerPoint, c'est vraiment selon vous, pour les motiver à sortir éventuellement dehors dans la forêt, etc. On a eu une belle surprise cette année. Il y a une chercheure sur les faucons de l'Université de Montréal qui a fait une capsule vidéo pour les jeunes de l'École de la forêt pour parler de l'observatoire en direct sur la tour de l'université. Donc, elle s'est adressée directement aux enfants de 9 à 12 ans et ça les a vraiment motivés par la suite à étudier l'ornithologie. Pour l'École de la forêt, on a aussi développé un guide du parent parce qu'on a eu des défis d'inciter les parents à sortir dehors, peu importe la météo. Donc, un guide du parent qui explique le trajet, les façons de se rendre au lieu, à la montagne, comment habiller son enfant, les matières, soit synthétiques, coton, etc. On passe par bottes de pluie imperméables. Donc, des trucs et astuces pour vraiment réconforter la clientèle. Si vous êtes amené à faire une sortie extérieure, c'est sûr que ça peut occasionner des risques de chute, de blessures, etc. Donc, on a développé un formulaire de consentement pour que vraiment les parents soient avisés que nous sommes formés en premiers soins, mais que le jeu extérieur, c'est aussi apprendre à tomber. Comme je l'ai dit aussi, le trajet, inciter les familles à sortir du centre-ville et venir sur la montagne. J'ai remarqué à travers les années aux Amis de la montagne qu'il y a des enfants de maternelle première année qui habitent tout près et qui ne sont jamais venus sur le Mont-Royal. Donc, c'est vraiment un enjeu de rassurer la population sur le jeu extérieur. Et aussi,
Bien important de mentionner avant une sortie les règlements associés au lieu. Dans un parc comme celui du Mont-Royal, par exemple, on ne peut pas grimper dans les arbres comme c'est permis dans d'autres endroits. Lors de la sortie, dans le mouvement Forest School, il y a des étapes bien importantes d'animation d'une séance de l'École de la forêt. Ce que j'aime bien faire et que je crois qu'il est un incontournable, c'est un cercle d'ouverture. Donc, savoir comment les participants se sentent lors de la sortie. Avec les tout petits, parce que j'ai animé les 0 à 3 ans durant 3 années consécutives et les 3 à 5 ans aussi avec leurs parents. C'est de demander, par exemple, s'ils étaient un élément de la météo, comment ils se sentiraient aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont une petite goutte de pluie triste, un rayon de soleil éclatant, etc. Donc, prendre des éléments de la nature, puis les mettre sur des émotions et savoir un peu comment tâter le pouls de son groupe avant d'initier une activité pour s'adapter si cette activité-là va être sportive ou plus calme. Aussi important, dans les groupes des plus vieux, 5 ans et plus, on fait un pacte. Donc, c'est un pacte où on parle de respect de soi-même, respect des autres, respect de la nature, respect du matériel aussi. Donc, c'est une promesse qu'on envoie à la forêt et ça met la table sur une ambiance de bienveillance. Aussi, lors de la sortie, bien qu'on ait laissé avec les intérêts des enfants, on met aussi des objectifs de découverte qu'on garde dans notre tête. Comment dire, comme aujourd'hui, c'est le temps de la migration de plusieurs espèces d'oiseaux. Donc, on va essayer de garder en tête en tant qu'animateur de parler des oiseaux, pourquoi ils migrent, etc. Donc, l'animateur va avoir des objectifs dans sa tête, mais qui ne sont pas nécessairement mentionnés aux participants. À travers les années, on a développé des activités variées, que ce soit de l'art nature, que Juliette et moi apprécions énormément étant artistes à temps partiel, mais aussi ça peut être des activités plus kinesthésiques, sportives, comme un parcours à obstacles que les jeunes vont être amenés à construire par eux-mêmes. Ça peut être une activité sensorielle, une carte des sons. Il y a beaucoup d'activités, mais Juliette va vous parler de ces activités fortes par la suite. Et important, jouer dehors, c'est aussi pouvoir jouer librement. Donc, une période de jeu libre est accordée dans les séances. On essaie d'initier le jeu libre avec une progression que Juliette va discuter par la suite dans ce qu'on s'attend du développement de l'enfant grâce à l'École de la forêt. Oui. Ah, donc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Geneviève? Non. Est-ce qu'il y a des questions des participants jusqu'à maintenant sur la section d'introduction? Parfait. Je vais couper mon micro. Super, donc merci Geneviève. Donc oui, moi, je suis éducatrice à l'environnement pour les Amis de la montagne depuis 2018, depuis l'été 2018. Ça fait 2 ans que je travaille sur les programmes École de la forêt. Puis, de quoi je vais parler aujourd'hui, c'est vraiment plus, je vais traiter de comment animer vraiment une séance sur le terrain. Donc, et je vais parler d'activité, oui, mais je vais vraiment plus parler aussi du rôle de l'éduc en tant que tel parce que
après ça, nous, en tant qu'éduc, j'imagine qu'on a tous notre propre créativité par rapport aux activités. Donc, je vais vous donner mes propres idées. Mais je pense qu'avant tout, c'est de comprendre c'est quoi notre rôle en tant qu'éduc dans un contexte École de la forêt. Donc, ici, je vous parle en fait du rôle de l'éduc en tant que tel. Donc, je vous ai mis un spectre qu'on utilise, nous, à l'École de la forêt pour imager un peu ce qu'on entend par le rôle. Donc, c'est un spectre qui passe à la gauche d'un rôle plutôt désengagé, pas vraiment présent, jusqu'à un rôle qui est très dirigeant et qui implique un cadre vraiment strict à l'activité. Ça, c'est vraiment deux extrêmes. Les rôles au centre, en fait, que j'ai mis un petit peu plus en vert pâle, c'est vraiment des rôles qui sont plus favorables à l'École de la forêt. Mais quand même, il n'y a pas d'obligation de se ranger dans un rôle en particulier. Comme je vous le dis dans les points en dessous, c'est vraiment important de savoir naviguer sur ce spectre-là parce qu'il y a différents moments qui vont demander qu'on prenne un rôle différent. Donc, comment qu'on fait pour naviguer sur ce spectre-là? C'est vraiment important de tout d'abord reconnaître son type d'animation. Donc, se poser les questions naturellement, quel rôle je vais prendre en tant qu'éduc. Donc, moi, personnellement, je suis de nature observatrice bienveillante. Donc, ça se peut souvent que les enfants, je vois que les enfants, ils font leur jeu, que je n'ai pas nécessairement besoin d'intervenir. Donc, je vais les observer pour m'assurer que tout se passe bien et que tout est sécuritaire. Mais je vais pas jamais, mais je vais moins prendre la place, mettons, de metteur en scène où est-ce que je vais vraiment établir un contexte pour élaborer une activité. Mais en reconnaissant mon rôle naturel, en fait, c'est vraiment plus facile de savoir naviguer sur le spectre. Donc, je sais que moi, ça va me demander peut-être un petit peu plus d'effort de me rendre jusqu'à metteur en scène, alors que pour être observatrice bienveillante, ben, je l'ai naturellement. Donc, c'est tout ça pour s'amener à se poser les bonnes questions. Donc aussi, ça m'amène à mon troisième point qui est vraiment la clé, c'est de se remettre en question constamment, de savoir est-ce que j'ai besoin d'intervenir, est-ce que j'ai besoin de faire une activité maintenant où je laisse les enfants le jeu libre prendre son cours, je fais confiance à la progression comme ma collègue l'a mentionné plus tôt. Justement, pour enchérir sur ce point-là, le but de l'École de la forêt, c'est vraiment d'amener les enfants à être autonomes en nature et à avoir la libre découverte. Donc, si on est toujours dans une position, par exemple, de metteur en scène, ça va moins les amener vers cet objectif-là parce qu'on leur propose constamment et ils ne font pas l'exercice de réfléchir qu'est-ce que moi je veux faire, qu'est-ce que moi j'aime et qu'est-ce que la forêt a à m'offrir aujourd'hui pour faire une activité. Donc, ça, c'est vraiment important à considérer. Puis, j'aimerais dire aussi que c'est pas... on pourra en discuter après, mais c'est pas... j'ai dit les deux extrêmes sont à éviter, oui, mais il y a des positions que parfois il faut prendre. Par exemple, quand j'ai fait École de la forêt en temps de pandémie, j'ai dû me mettre dans une position de dirigeante dans les moments où il fallait appliquer les mesures sanitaires. Donc ça, j'avais pas le choix. Il fallait vraiment l'appliquer, puis il n'y avait pas de discussion de est-ce qu'on respecte cette règle-là ou pas, ou on trouve une alternative. C'est vraiment, il fallait le faire. Donc, j'ai dû me mettre en position dirigeante. Donc, il y a des moments où est-ce qu'il faut faire la part des choses et peut-être naviguer vraiment sur le spectre. C'est vraiment ça la clé. Donc, pour préparer sa séance, évidemment, ce ne sera pas pareil que lorsque dans un contexte de camp de jour, dans un contexte scolaire, par exemple, il y a plusieurs... oui, c'est ça, ce n'est pas vraiment la même préparation. Donc, il y a des choses qu'on peut préparer, comme par exemple les thématiques, comme ma collègue en a parlé, les thématiques et objectifs de la séance. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on traite des insectes parce qu'il y a beaucoup d'insectes, ou j'aimerais qu'on fasse une séance sur les feuilles parce qu'il y a beaucoup de feuilles. On peut parler d'objectifs aussi. J'aimerais que mon groupe se solidifie par rapport à l'esprit de groupe.
ou j'aimerais qu'on travaille, je ne sais pas, comme les connaissances sur l'impact de l'humain dans la forêt, des choses comme ça. Donc ça peut être des objectifs qu'on a en tête. Puis avec ces thématiques et objectifs-là, on peut préparer notre matériel. Donc si on croit qu'on aurait besoin de matériel éventuellement pour une activité comme de la corde, une toile pour se couvrir de la pluie, une lanterne, peut-être pour les plus jeunes, des grosses figurines d'insectes, des choses comme ça. Dans ce cas-là, on peut le préparer, donc on peut l'apporter et on peut se préparer des variantes en cas de froid, pluie, etc., parce qu'il y a des imprévus toujours qui arrivent. Ce qu'on ne peut pas préparer, par contre, mais qu'on ne peut pas ignorer non plus, ce sont les envies et les intérêts des enfants. Ça, j'en prends rien à personne, j'imagine. Tous ceux qui travaillent dans le milieu de l'éducation, parfois, on propose des activités et ça tombe à plat pas mal. Les enfants ne sont pas très intéressés, ça l'arrive. Il y a peut-être que plein d'enfants aiment notre activité, mais d'autres ne sont pas intéressés. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas préparer. Et aussi, les conditions de terrain et les trouvailles qu'on fait durant l'exploration. Ce que je veux dire par là, c'est que même si on annonçait de la pluie, peut-être qu'il n'y aura pas de pluie, peut-être que ça va se transformer en grêle. Donc, tu sais, ça, c'est toutes des choses à concevoir. Mais aussi la condition du terrain. Peut-être que quand on va arriver à notre camp de base, il va y avoir des déchets. Peut-être qu'on va trouver d'autres choses qu'on voulait faire. Par exemple, si on part en exploration pour les oiseaux, puis on voit des insectes à la place. Ça l'arrive, puis on ne voit aucun oiseau. Donc ça l'arrive aussi. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas préparer. Et là, moi, ce dont je veux parler, c'est vraiment comment on fait pour naviguer ces facteurs-là qui sont plutôt incontrôlables. Donc, moi, mes petits trucs et astuces, c'est vraiment qu'à la base, dès le début de la séance, je vais demander aux enfants qu'est-ce qu'ils ont envie de faire aujourd'hui. Ou parfois, dans le cercle d'ouverture ou parfois dans le cercle de fermeture, à la fin de la séance, je vais demander qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la prochaine séance ou dans les prochaines séances. Donc, comme ça, on s'entend que les enfants, on fait participer l'enfant vraiment à l'émergence de la programmation de la séance. Ça, c'est vraiment important, tant au niveau du succès des séances que de l'esprit de groupe, puis de votre relation avec l'enfant. En plus, les enfants ont tellement des bonnes idées. Là. La plupart du temps, c'est eux qui trouvent toutes les idées de séance. Oui, je voulais parler d'inclure les contenus dans les imprévus. Par exemple, ça m'est arrivé qu'une fois, je voulais faire une séance insectes et les enfants n'étaient pas intéressés par les insectes et ils ont trouvé une espèce d'arbre dans la forêt qui était penché comme ça. Il était attaché encore à sa racine, mais il était penché, vraiment tout penché vers le bas par terre. Puis les enfants, ça les rendait tristes. Ils voulaient remettre l'arbre droit. Et là, moi, je me disais, mon Dieu, c'est tellement dangereux. Donc, il est arrivé plein de choses cette séance-là. Premièrement, on a essayé, moi, j'avais peur pour les enfants parce que si l'arbre tombe, ça tombe sur les enfants, puis c'est un arbre pas très gros, là, c'était à peu près gros comme ça. Mais quand même, puis là, je me suis dit, bon, les accidents qui peuvent arriver, mais là, je me suis posé la question, est-ce que je dois vraiment leur empêcher de faire ça? C'est quand même beau qu'ils aient envie de faire ça. Donc, on a discuté sur si l'arbre tombe, c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on fait quand on voit que l'arbre tombe? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre l'activité sécuritaire? Puis ils m'ont proposé, moi, je vais surveiller que l'arbre tienne droit, puis s'il dévie, je vais crier, puis là, tout le monde doit se tasser. Donc là, ça, c'était un plan qui m'allait bien. Puis c'est ça qu'on a fait, puis ça a fonctionné. Finalement, on a remis l'arbre un petit peu plus debout avec des branches qu'on a tenues, tout ça. Puis en même temps, on a pu parler des insectes parce que sur l'arbre et sur les branches qu'on utilisait, il y avait des petits trous faits par les insectes qui viennent décomposer le bois. Donc, même si on s'est attardé aux branches et à l'intérêt des enfants sur le moment, on a été capable de glisser la thématique dans l'intérêt des enfants. Donc ça, c'est vraiment préférable à peut-être une formule où je dirais non, on ne fait pas ça, on va faire la chasse aux insectes. Donc, à ce moment-là, c'est le fun aussi parce qu'on a fait plein d'apprentissages qui sont connexes.
Donc aussi, comme ma collègue l'a dit, privilégier les activités libres. Ça, c'est une bonne façon d'éviter trop d'imprévus parce qu'on le sait d'avance, on s'est préparé, l'activité va être libre et vraiment se mettre dans un point de vue, je ne sais pas, empathique par rapport aux besoins de l'enfant. Donc, si l'enfant a besoin de bouger parce qu'il fait froid, c'est pas parce que notre activité n'est pas le fun, c'est parce qu'on a besoin de bouger, puis vraiment être à l'écoute de ces besoins-là, c'est essentiel pour l'École de la forêt et pour le bon déroulement de la séance. Donc, finalement, j'ai listé ici plusieurs types d'activités. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais vous pouvez lire ça en diagonale. J'aimerais commencer par dire que les activités École de la forêt sont des activités qui vraiment viennent solliciter 3 types de savoirs. Donc, il y a les savoirs qui sont les connaissances théoriques par rapport à la science, par rapport à l'art, par rapport à la nature, tout ça. On a le savoir-faire qui sont vraiment le savoir manuel, construire, bouger, courir, tout ça. Et on a le savoir... puis dans le savoir-faire aussi, il y a le savoir créatif. Puis dans le savoir-être, on a la communication, l'empathie, l'entraide, etc. Donc, une séance idéale École de la forêt vient solliciter ces 3 apprentissages-là. Donc, ça se peut qu'il y ait des activités qui sont plus savoir-faire, mais ça va toujours toucher un petit peu à tout la plupart du temps. Je vous ai fait 3 listes d'activités vraiment qui fonctionnent très bien. La première activité à faire sur place, donc si vous êtes sur la montagne avec votre groupe, puis dans ce cas-là, ça fait plusieurs années qu'on fait les mêmes activités, puis ils fonctionnent très bien. Donc, tout ce qui est très libre, là, grimper, faire de la musique avec la nature, de l'art nature, construction d'abris, yoga de la forêt, des cercles d'ouverture comme on parlait plus tôt, adopter un arbre. Donc, c'est vraiment des activités très libres. Et les activités en autonome et activités en virtuel, ça, c'est des activités que j'ai développées cette saison-ci. Donc, que je ne faisais pas avant. Donc là, cet automne, on faisait l'École de la forêt en virtuel. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous en venez à faire des activités à distance avec vos jeunes, il faut lier les deux. Donc, on ne peut pas faire seulement des activités en virtuel, comme on ne peut pas faire seulement des activités en autonome. Pourquoi? Parce que les activités en autonome viennent solliciter dans l'expérience École de la forêt l'expérience de terrain, l'exploration, l'introspection, l'immersion en nature, tandis que les activités en virtuel viennent chercher le côté plus en groupe, plus relation avec l'éduc, avec les autres, puis contact avec les autres, la communauté, qui est tout aussi important que l'autre. Puis quand je dis activité en virtuel, c'est pas obligé d'être un Zoom, ça peut être un contact à distance, donc un appel téléphonique, ça peut être une petite présentation vidéo. Mais donc ça, c'est essentiel pour que l'enfant se sente toujours connecté et soit accompagné dans ses apprentissages. Donc, c'est ça. Dans le fond, je voulais aussi mentionner que dans les activités virtuelles, des fois, ça fait un petit peu contradictoire avec École de la forêt, la nature, tout ça. Mais il ne faut pas avoir peur de vraiment profiter du fait qu'on est en virtuel, puis de vraiment l'exploiter parce qu'il y a beaucoup de ressources, comme ma collègue l'a dit tout à l'heure. J'ai pu faire une collaboration avec les Faucons de l'UDM que moi-même, je ne savais même pas l'existence, mais j'ai trouvé sur Internet en préparant des séances, puis on a fait une collaboration ensemble, ce qui était super génial. Il y a tous les contenus audio, vidéo, tout ça. Les enfants sont familiers avec ça à la maison, puis ça vient vraiment élargir, en fait, les séances et les apprentissages. Mais dans tout ça, ce que je dirais, c'est que le mot à retenir, c'est vraiment émerveillement. Le but de l'École de la forêt, c'est vraiment de planter cette graine-là
chez l'enfant d'émerveillement. Donc, ce n'est pas de lui donner les réponses, ce n'est pas de l'amener à faire tel apprentissage au niveau des connaissances. C'est vraiment plus d'y donner le goût d'en savoir plus. Puis même si l'enfant pense que les insectes peuvent devenir, je ne sais pas moi, que les insectes ne meurent jamais, là, je dis n'importe quoi, peut-être que c'est pas grave, puis qu'il va le faire plus tard, cet apprentissage-là, de toute manière. Mais si c'est parce que les insectes sont immortels dans sa tête qu'il s'intéresse à la forêt, on peut exploiter ça d'une bonne façon, je pense, puis de ne pas imposer peut-être notre cadre d'adulte qui veut tout savoir les réponses sur un esprit d'enfant qui est beaucoup dans l'imaginaire puis dans l'émerveillement. Donc, voilà pour ma partie. Puis là, je pense qu'on était rendu, j'espère que je n'ai pas trop dépassé, mais il nous reste à peu près 12 minutes pour une discussion. Je voulais juste faire une conclusion sur la présentation. Vas-y. C'est sûr que la formule hybride virtuelle et terrain, ça nous a mis sur la route beaucoup de défis, mais beaucoup de solutions pour le futur. Donc, je pense qu'on peut utiliser le virtuel pour dynamiser l'engagement des enfants. Notre plus grand défi, ça a été de poursuivre avec les familles de 0 à 5 ans. Mais il y a beaucoup de parents qui nous ont dit qu'ils appréciaient énormément les guides d'activités qu'on a développés avec des thématiques qui leur sont fournis aux 2 semaines. Puis les 5 à 12 ans, il y a beaucoup de belles choses qui en ont ressorti à travers cet automne de pandémie. Voilà. Puis, pour les dernières minutes, on avait proposé une discussion. Ça peut aussi être simplement des questions sur la présentation d'aujourd'hui, mais quelles sont vos craintes ou solutions à initier le jeu à l'extérieur? On aimerait ça, savoir votre avis sur la chose. Vous pouvez ouvrir votre micro, on n'est pas beaucoup. Je pourrais peut-être dire moi, je parle pas nécessairement pour moi, là, mais pour les enseignants avec lesquels je travaille. Les enseignants sont habitués au cadre de la classe. Alors là, c'est un cadre fermé, tu as une classe, alors là, c'est plus facile de faire la gestion de la classe. Mais il y a beaucoup d'enseignants qui sont craintifs à sortir, puis le truc qu'on leur donne, c'est d'y aller progressivement. Tu ne commences pas à t'en aller dans la forêt le premier jour. Là, alors, tu commences dans la cour d'école, tu commences doucement, tu pratiques le cri de ralliement, etc. Alors là, c'est une des solutions justement pour apprivoiser tranquillement l'enseignement extérieur. Et puis, je veux rebondir sur ce que vous avez dit au tout début, parce que moi, avant d'être conseillère pédagogique, j'étais enseignante à Saint-Pascal-Bellon, qui est justement de l'autre côté de la montagne, là, qui est tout près de la montagne. Alors, j'allais avec mes élèves chaque année, au moins 2 à 3 fois par année sur la montagne, dont une sortie pour glisser avec les jeunes là, sur la montagne. Et mes élèves disaient, là, ils voyaient comment on pouvait s'y rendre là, en transport en commun, mais même on est déjà allé à pied. Ils disaient, est-ce que je peux revenir avec mes parents? Mais oui, tu peux revenir avec tes parents. Alors, c'est chouette d'amener les enfants justement à l'extérieur de l'école ou dans des parcs ou justement sur la montagne. Puis ça leur montre qu'ils peuvent revenir justement avec leur famille. Alors, bravo pour ce beau programme de l'École de la forêt. Merci. Peut-être pour poursuivre un peu l'idée d'aller progressivement dehors, justement au Biodôme pendant notre fermeture, mais on a un programme qui existe depuis longtemps. C'est un peu comme
entre l'extrême d'être dans la classe puis dans la forêt. Ça s'appelle Biodiversité dans mon quartier. Puis, c'est ça, on se rendait en classe, puis on parlait des choses qu'on peut voir dans les trottoirs, dans les ruelles, puis on se rendait au parc le plus près de l'école pour passer 1 heure sur 3 sujets, insectes, plantes et oiseaux. Donc, peut-être quelques éléments de l'école de la forêt. Mais c'était vraiment pour découvrir que même dans le petit parc du coin, on peut trouver des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, effectivement, puis je pense qu'on a encouragé par la suite aux professeurs de continuer cette exploration, puis la plupart ont embarqué, en fait. Oui. Mais je trouve ça intéressant ce que vous dites parce que moi, c'est la première fois que je sollicite ça, en fait, depuis que je travaille à l'École de la forêt, puisque c'est en virtuel. La plupart des enfants vont aller jouer dans leur cours, sinon dans la ruelle, sinon dans le parc. Et ils ne vont pas nécessairement se déplacer sur le Mont-Royal. Donc, oui, je trouve que c'est le fun parce qu'il y a des activités qu'on peut vraiment faire le lien. C'est quoi l'arbre qui est devant chez moi, qui est au parc? C'est quoi les oiseaux qu'on peut entendre, qu'on peut observer? Donc, il y a vraiment plein de possibilités, même si ce n'est pas dans un grand parc nature protégé, qui sont vraiment très près de chez nous. Tout à fait. J'ai peut-être une question qui n'embarque pas nécessairement dans la discussion, mais comme il reste quelques minutes, et moi je cherche des idées. Vous avez parlé que vous êtes les deux intéressés à faire des activités art-nature. Je me demande, pouvez-vous donner des exemples d'activités? Est-ce que c'est libre? Est-ce que c'est structuré? Qu'est-ce que vous aimez faire? Ça dépend vraiment du groupe d'âge, mais comme une initiation pour les 0 à 5 ans que je fais en art nature, c'est juste d'aller chercher des échantillons de couleurs de peinture là, sur une languette, puis de découper des formes. Donc, ce jeu-là, on l'appelle forme et couleurs, tout simplement. Puis, les enfants de 0 à 5 ans se promènent avec leur petit échantillon puis essaient d'identifier des items avec lesquels c'est la même couleur. Donc, puis après, on peut utiliser ces objets-là de la nature, ces items-là, pour faire un mandala, faire une sculpture avec des variantes de couleurs de feuilles, faire un arc-en-ciel. Puis plus l'enfant est grand, âgé, plus les possibilités sont grandes. Donc, il y a un ancien des Amis de la montagne qui s'appelle Samuel Montigny qui a écrit un projet sur l'art nature. C'est un artiste. Je pourrais envoyer à l'ACUPER son article sur vraiment les bienfaits C'était surtout sur l'aquarelle d'observation en forêt. Puis tous les processus par lesquels l'enfant ou l'adulte, l'être humain passe mentalement pour faire ce genre de méditation-là. Si je peux compléter, Geneviève, merci. Oui. Il y a aussi, Stéphanie, il y a la possibilité de prendre des éléments de la forêt pour essayer de faire des couleurs sur une feuille blanche. Alors, on peut prendre des feuilles ou des éléments, là, peu importe, là, et se rendre compte que, bon, on peut laisser des traces sur une feuille en utilisant des éléments de la nature. Il y a aussi les fameux Inukshuk. On peut faire une petite collection de roches plates, puis là, essayer de faire une petite sculpture là, avec ces éléments-là. Puis avec les petits, ben, ce qu'on retrouve, après ça, on peut les mettre en ordre croissant, décroissant. Bon, on travaille aussi les mathématiques. Là. Puis aussi, avec ce qu'on aura récolté, ben, est-ce que c'est rugueux, doux, etc. Travailler les textures, bon, etc., etc.
Oui, Ben, merci, Carole. Les Un petit jeu de mémoire possibilités aussi. sont- Pareil, un petit jeu de mémoire. On peut justement mettre les enfants par équipe, puis il y en a un qui crée quelque chose, l'autre équipe doit mémoriser ce qui a été fait et aller retrouver les mêmes items dans la nature et reproduire le même dessin Ah, finalement. j'ai jamais fait ça. Super, merci. Est-ce que Eric est toujours avec nous? Oui, je suis là. Est-ce que tu aimerais dire un mot de la fin ou un retour sur la discussion? Ben non, mais j'aurais peut-être juste rajouté sur l'art nature que je pense que c'est dans tous les lieux, peu importe où vous allez, il y a aussi en termes de respect du milieu puis développer la bienveillance envers le milieu, c'est de toujours essayer de le ramener dans les activités. Donc là, c'est souvent un défi avec les petits de leur faire comprendre que oui, on fait une création dans la forêt, mais là, il faut la redéfaire parce que on doit Ouais. remettre l'habitat des animaux comme il était au départ. Mais c'est bien d'essayer de l'amener plus comme un geste de bienveillance que plutôt comme une contrainte ou un règlement. Là. Donc, c'est vraiment essayer de trouver l'équilibre là-dedans. Puis nous, on est vraiment confrontés à ça au Mont-Royal parce qu'il y a énormément de restrictions en termes de conservation. Je lisais un article sur les Inukshuk qui disait que dans les parcs nationaux, c'est devenu un enjeu de conservation parce que ça affecte l'habitat de plein d'amphibiens qui vivent cachés sous les roches. Puis là, les gens sont devenus comme fans de ça. Tu fais ton Inukshuk, tu mets ça sur ton Instagram, mais ça a des conséquences aussi sur la faune. Donc, il faut aussi faire attention. Puis il parlait beaucoup de la mise avec l'art, de l'impact de l'art comme mise en scène sur les réseaux sociaux, qui fait que on veut tous aller au même endroit pour reprendre la même photo ou faire la même création. Fait que ça aussi, il faut faire attention si on utilise les réseaux sociaux, de ne pas créer un impact trop grand là, en amenant trop de gens à un endroit qui est trop sensible. Fait que ça aussi, dans notre École de la forêt, c'est peut-être un enjeu, on n'a pas parlé, mais il y a toute une préparation aussi avant pour identifier le lieu où on va aller avec le groupe pour choisir justement des lieux naturels qui sont capables de supporter l'activité, qui ne sont pas trop fragiles. Fait que peu importe où on va, mais dans un milieu naturel près de l'école ou près de l'endroit où on travaille, c'est aussi une préoccupation qu'il faut avoir. Puis nous, sur la montagne, on connaît ces endroits-là. Fait que c'était aussi, quand on envoyait les gens en autonome, comment on fait pour les guider pour qu'ils fassent l'activité dans un endroit comme ça, plutôt que d'aller dans l'habitat de la salamandre qu'on veut protéger. Donc, c'était un défi aussi. Là. J'aime beaucoup ton point parce que nous, on a un projet avec les jeunes de milieux défavorisés, puis on les apporte dans un parc Glacépac, donc avec là, tous les règlements qui s'y rapprochent. Et puis les éducatrices nous demandent souvent de faire un projet d'art, puis on n'a pas trouvé encore de façon à ce que ça fonctionne bien, puis que ça respecte aussi les règlements. En fait, nous, on parle beaucoup de la forêt, fait que le seul moment qu'on a trouvé, c'est à l'automne de faire ramasser les feuilles qui sont dans le sentier pour leur faire voir la diversité, voir si on est capable de reconnaître les différences entre différentes espèces d'arbres. Mais c'est ça, après ça, pour l'art en soi, on avait beaucoup de difficultés à trouver quelque chose. C'est ça. Puis on a des boisés aussi, où on amène aussi les jeunes dans la ville, dans leur boisé de quartier, mais ça, c'est un peu mieux normalement parce que c'est très gazonné, fait qu'on se permet de laisser nos petites traces derrière nous. Mais oui, c'est un défi que nous aussi, on expérimente. Puis une question que j'ai à vous poser qui est vraiment très difficile, c'est que justement, nous, on amène les jeunes de milieux défavorisés, donc qui n'ont peut-être pas été en nature très, très souvent, dans un parc où ce que les gens apprécient, donc les randonneurs, souvent, c'est la quiétude. Puis je trouve que c'est très difficile de faire respecter ça aux jeunes. T'sais, on a beau leur dire, hey, voyez, les gens, ils marchent, sont silencieux. C'est dur de faire en sorte que les jeunes ne crient pas. Je voulais voir si vous aviez vécu la même chose, si vous aviez des trucs, des astuces. Oui, c'est vrai que les groupes d'enfants qui viennent pour la première fois sont souvent très excités, très contents, mais je pense que ça témoigne aussi parfois des craintes parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dans la forêt. Donc, mon truc, c'est d'avoir des panneaux d'interprétation avec les différents animaux, les différents oiseaux qu'on va pouvoir voir peut-être
dans la forêt. Puis de leur dire qu'il n'y a pas de danger, etc. Et leur dire que si aussi ils désirent observer ces animaux-là, il faut être calme. Donc, c'est comme une initiation avant de rentrer dans la forêt. Puis, je leur dis aussi des fois, c'est un petit truc drôle, c'est qu'il faut demander à la forêt si on peut entrer. Puis, si le groupe est pas assez calme, ben, je me cache derrière un arbre puis je dis « Non, vous ne pouvez pas rentrer! » Puis, ouais, c'est des petits trucs comme ça, mais c'est vraiment les rassurer parce que leur excitation, des fois, elle vient de la peur. Merci, c'est un bon truc. Plaisir. On va devoir conclure. Donc, merci pour votre présence aujourd'hui. Puis, la CUPER va recevoir notre présentation PowerPoint. Si jamais vous avez des questions, moi, j'ai une adresse courriel qui est école-de-la-forêt@commercial-le-mont-royal.qc.ca et on a plein de trucs et astuces. Puis, on est aussi très intéressé par vos commentaires et vos questions par la suite. Merci. Merci, bon dîner. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.